Bonjour à tous, vous êtes sur le Dealmaker Show, l'émission du PAF qui parle du transactionnel, des investissements, des sorties, de la value creation au sein des participations, des gros M&A, des corporates. Et aujourd'hui, avec mon confrère Tom Leffenberger. Bonjour Tom. Bonjour Mathieu, Nous bonjour à allons nous tous. concentrer sur le venture et notamment sur le space, puisque nous avons le plaisir de recevoir Emmanuelle Méric. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice générale de Loft Orbital depuis un petit peu plus de 3 ans, je Mhm. crois. On a beaucoup parlé de vous en ce début d'année, puisqu'il y a eu une nouvelle levée qui a eu lieu récemment, une levée importante de 170 millions d'euros. Vous aviez déjà levé 125 millions en 2021. Et donc, on va revenir un petit peu sur ces levées et évidemment le projet Loft Orbital. À vos côtés, Michael Thomas. Bonjour Michael. Bonjour. Je crois que vous vous connaissez bien puisque vous êtes Investment Director au sein de Supernova et vous faites partie du tour de table au sein de Loft Orbital. Oui, tout à fait. Juste un tout petit mot sur Supernova. En termes de AUM, de stratégie d'investissement, de secteur, parce que là on est sur le space, vous ne faites pas que du space. Donc. Non, tout à fait. Alors, je peux vous donner un petit aperçu. Donc, on est une trentaine de personnes, on a à peu près 1 milliard sous gestion. On investit partout en Europe, du seed jusqu'à la série C, donc du late stage, on va dire, dans des sociétés un peu plus matures, comme Loft Orbital. On investit sur des tickets de 1 à 20 millions d'euros, et on investit sur 3 grandes thématiques. La première, c'est des technologies industrielles, donc c'est des solutions qui vont être des mix de hardware et de software. Donc ça peut être du spatial, ça peut être de la robotique, ça peut être des semi-conducteurs. Donc des solutions assez... ouais, exactement. Donc des solutions assez, on va dire, assez lourdes, en tout cas, enfin, asset light et infra, mais quand même avec, on va dire, avec du hardware. Après, on a une verticale pure software. On va investir dans le software d'infra, verticale AI, de la cybersécurité. Et la dernière verticale, c'est la santé. Donc voilà, à peu près où on en est aujourd'hui. Bon, des applicatifs qui parlent, j'imagine, à Loft Orbital, puisque vous êtes à la croisée des chemins dans plein de choses. Je ne sais pas si la santé sera un applicatif rapide, mais Pas en tout tout de cas, suite. en termes d'infrastructure hard et soft, vous On êtes est bien dessus. parfaitement. Et justement, Emmanuelle Méric, donc merci d'être avec nous. Vous devez être super fort chez Loft Orbital pour lever autant d'argent. Alors, on vous met, si vous le voulez bien, vous voulez bien se plier à l'exercice, on vous met au défi. Présentez-nous Loft Orbital en 2 minutes, si vous le voulez bien. Ok. Donc nous, on est une start-up. Je pense qu'on pourrait même nous qualifier de scale-up dans ce monde du spatial. Donc du spatial, plus précisément de ce qu'on appelle le New Space. Alors, en 2 mots, pour positionner le New Space, pour ceux qui ne connaissent pas. Le New Space, c'est un mouvement qui est encore relativement récent, qui est né aux États-Unis, avec cette volonté de venir un peu perturber, transformer les activités spatiales très traditionnelles avec des technologies innovantes et des modèles d'entreprise beaucoup, beaucoup plus agiles. Et nous, on s'inscrit pleinement dans cette démarche-là parce que ce qu'on veut faire chez Loft, c'est vraiment combiner le meilleur de la tech et du spatial traditionnel. Je pense qu'on y reviendra, mais il n'est pas anodin que la société soit aujourd'hui installée entre San Francisco, cœur de la Silicon Valley, côté des géants mondiaux de la tech, et Toulouse, qui est une véritable capitale du spatial. Donc en 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? On est une société d'infrastructure spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on conçoit des constellations de satellites. Alors la génération des satellites qu'on fait voler aujourd'hui, pour se donner un ordre d'idée, c'est à peu près 1 mètre cube, 200 à 300 kilos, 5 mètres d'envergure quand les panneaux solaires sont déployés. On déploie ces constellations de satellites autour de la Terre en orbite basse, qu'on appelle l'orbite basse, 600 km autour de la Terre. Et on opère ces constellations qu'on va mettre à la disposition de nos clients comme un service de bout en bout, vraiment dans une offre as a service pour qu'ils puissent venir exécuter leur mission. Et la mission des clients, c'est extrêmement large et on pourra revenir en détail là-dessus. Typiquement, une mission, c'est de faire voler pour nos clients une charge utile physique. Ce qu'on appelle une charge utile, c'est un capteur, c'est un instrument qu'ils vont nous fournir. C'est un capteur optique pour faire de l'observation de la Terre, qu'on va utiliser pour la surveillance des forêts, des océans. Ça peut être une caméra infrarouge hyper thermique qu'on va utiliser pour la détection de feux de forêt. Ça peut être du radar, ça peut être de la radiofréquence. Et un peu la particularité, la singularité de la proposition de valeur de Loft, c'est celle de faire voler sur un même satellite, en fait, une gamme hétérogène de capteurs pour plusieurs clients. Et on est dans un modèle où on va venir mutualiser notre infrastructure spatiale, nos capacités satellitaires, et ne faire payer nos clients qu'à l'usage qu'ils vont faire du satellite. Vraiment, si on prend la comparaison du cloud, on est dans un modèle d'infrastructure as a service. Et en fait, ce modèle d'affaires-là, il vient vraiment transformer l'industrie du spatial des satellites. Parce que jusque-là, c'était mon capteur ou mon réseau ou mon telco égale mon satellite. Exactement. Et donc, on change le paradigme réellement, complètement. On vient standardiser l'ensemble des plateformes, l'ensemble des systèmes sur lesquels on va déployer des solutions. Et les innovations que nous, on apporte, c'est des innovations à la fois matérielles et logicielles, avec cette idée de pouvoir
dans un modèle de plug and play de n'importe quelle charge utile sur n'importe quelle plateforme satellitaire. Et la vision de Loft, et c'est vraiment celle-ci au départ, la vision techno, c'est de se dire on veut pouvoir déployer simplement, rapidement, efficacement n'importe quel capteur sur n'importe quelle plateforme. On va l'opérer ça sur à partir de n'importe quel réseau de stations sol, puisque c'est avec ça qu'on va communiquer avec nos satellites, depuis n'importe quel cloud. Et ça, c'est la vision qu'on déploie depuis l'origine. Alors aujourd'hui, ça se décline sur plein de verticales et sur plein de propositions de valeur, mais ça, c'est la vision techno du départ. Combien de satellites aujourd'hui en opération ? Alors aujourd'hui, on a lancé 8 satellites. On est préparé à en lancer 10 cette année. 20 l'année prochaine. On a un carnet de commandes de 500 millions de satellites. Et on est vraiment dans ce changement d'échelle où on est passé d'une société qui lançait un satellite par an à une entreprise qui doit en lancer et là, c'est le plusieurs ramp-up industriel qui va être un sacré challenge, j'imagine. Exactement. Pas de problème pour... et dernière question avant, Tom avait également des questions importantes à vous poser, mais pas de problème sur la partie justement ingénierie, pièces, assemblage, par rapport à d'autres concurrents qui, j'imagine, trustent une partie du marché outre-Atlantique. Alors nous, on n'est pas une société de production de satellites. Oui, mais déjà dans l'agglomération des pièces, enfin de ce dont vous avez besoin pour lancer. Alors aujourd'hui, on s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement, alors majoritairement européenne, parce que c'est des choix qu'on a fait, notamment il y a 3-4 ans. On a la chance en Europe d'avoir un écosystème industriel extrêmement mature, extrêmement solide, qui a de l'héritage de vol. Et donc nous, on a fait ce choix-là. On travaille avec des Airbus, on travaille avec des Safran, on travaille avec des TAS. On travaille évidemment avec des sociétés plus innovantes, plus agiles, mais on s'appuie sur ces sociétés-là spatiales traditionnelles sur lesquelles on vient innover, apporter des branches innovantes, des technologies innovantes pour aller plus vite qu'eux, pour proposer des choses plus standardisées, plus efficaces en termes de coût, en termes de délai. Et ça, c'est absolument essentiel dans le monde du spatial aujourd'hui. On a entendu les différents messages et le carnet commande de 500 millions, donc c'est bien pitché. On investira au prochain tour de table si vous nous y autorisez, s'il y a du retail qui peut investir. On se retournera vers Supernova le moment venu. Tom, je crois que vous vouliez creuser un peu l'aspect clientèle, business model peut-être. C'est ça, où effectivement, je pensais plutôt aussi partir sur la levée de fonds. La levée de fonds maintenant, il y a 1 an. Avec du coup l'arrivée de Supernova, le réinvestissement aussi de Tikeo, de BPI. Comment est-ce que vous avez choisi vos investisseurs ? Quels profils ont été les plus pertinents ? Quels ont été les facteurs que vous avez privilégiés par rapport à d'autres ? Donc aujourd'hui, effectivement, l'année dernière, on a annoncé notre levée de fonds, notre série C. On a suivi un parcours assez classique de levée de fonds pour une start-up, une série A en 2019 qu'on a fait dans la Silicon Valley. 2019, le spatial en Europe, c'était pas tout à fait la verticale sur laquelle on trouvait beaucoup d'investisseurs, beaucoup de liquidités, beaucoup de fonds d'investissement qui voulaient prendre ce risque-là. 2021, c'était notre série V, plus 100 millions, des investisseurs plus traditionnels, côte est des États-Unis, qui nous ont évidemment permis de faire un premier passage à l'échelle, de commencer à déployer notre modèle à l'échelle. Et quand on s'est lancé dans la série C, il y avait une vraie volonté de se dire il faut qu'on choisisse des investisseurs qui ont du sens pour notre développement commercial. Aujourd'hui, on est organisé entre la France et les États-Unis avec cette vision forte de se dire nos 2 marchés domestiques sont le marché américain et le marché français-européen. Et donc, c'était important pour nous d'ancrer cette série C avec des investisseurs français, européens. Donc, le tour de table est l'idée par Tikeo Capital. BPI, qui avait déjà investi dans la série B, a réinvesti dans la série C. Et puis, on a eu le plaisir d'accueillir Supernova Invest dans ce tour de table-là. Donc, c'était vraiment un tour de financement qui avait... Pour nous, c'était important qu'il ait du sens dans notre histoire, dans notre développement, dans la manière dont on voulait aborder les années à venir. Et on est ravis, évidemment, d'avoir Supernova à nos côtés pour ça. C'était ce qu'on appelle un hard cap, 170 millions, c'était le montant visé. Ça a été, c'est vrai que alors vous êtes sorti de l'aspect science-fiction, between brackets, pour devenir un marché de plus en plus trendy par rapport aux investisseurs. Il y a maintenant un référentiel, le pathway est bien identifié. Pour autant, la tech, grosse correction depuis 3 ans au sens large. Vous restez quand même sur un aspect new avec de l'ingénierie, mais aussi et surtout du soft. Donc, ça a été difficile comme roadshow. Vous, en tant que directrice générale, aux côtés de vos collègues, ça a été challenging ou au contraire, tout le monde je pense qu'il faut toujours avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Donc, reste toujours des exercices qui prennent du temps, qui sont exigeants, qui sont aussi importants dans la structuration d'une entreprise, de se mettre devant des investisseurs, de leur expliquer notre stratégie. Donc, je pense que c'est un exercice qu'on a plutôt bien mené, notamment à un moment donné où les marchés n'étaient pas les plus favorables. Aujourd'hui, on est dans
dans une nouvelle dynamique un peu différente, notamment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis sur des annonces d'IPO un peu structurantes pour le marché. Voire les plus grosses de l'histoire. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on a réussi un beau tour de financement, on y a travaillé sérieusement, et je pense que voilà, c'est à la hauteur de ce qu'on espérait pouvoir closer sur ce tour-là. Et vous, Michael, justement, quelle est la stratégie d'investissement de Supernova? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur pourquoi vos motivations pour investir dans Loft Orbital? Oui, bien sûr. Nous, un des premiers critères d'investissement dans une start-up, c'est l'équipe. Donc en fait, il y a deux grands pans, on va dire, associés à ça. C'est une équipe qui est capable d'exécuter à très haut niveau et capable de lever de l'argent. Voilà. Si on a seulement un des deux critères, en général, ça ne se passe pas bien. Et quand on regarde l'historique de Loft, effectivement, on vient de parler des levées de fonds, ça a été une equity story assez bien exécutée. Et à côté de ça, effectivement, la capacité à démarrer, on va dire, avec une simple technologie, derrière à l'industrialiser, à envoyer des satellites dans l'espace, ça reste une industrie très dure, très complexe à mettre, où les produits à mettre en œuvre et envoyer des satellites dans l'espace, ça reste très complexe. Ça a été fait exactement de la même manière, sans déboire. Mais donc c'était un des premiers critères qu'on a regardé. Un autre critère, on va dire, c'est le sous-jacent de marché. Donc à la fois le positionnement de Loft sur ce marché-là, sur le marché du spatial, qui était très différenciant, assez pionnier, même très pionnier, on va dire, puisque l'idée était avant même d'apporter une technologie innovante, où l'idée c'est vraiment de brancher n'importe quel type de payload sur un bus standardisé et de pouvoir très rapidement aller à l'orbite. L'idée c'était vraiment de casser cette chaîne de valeur historique des acteurs legacy qui envoient des satellites en plusieurs années, qui coûtent extrêmement cher. Et qui apporte pas forcément un bénéfice fondamental aux clients. Là, on était vraiment à l'accès à l'orbite très rapide. On casse cette chaîne de valeur, justement en intégrant de la standardisation, en intégrant du software, principalement aussi. On n'est plus sur un modèle purement hardware. Et donc, ce positionnement, pour nous, c'était un positionnement stratégique très malin. Et enfin, par rapport au marché en lui-même, on voit aujourd'hui en fait, le marché spatial, notamment sur le marché coté, on voit qu'il y a des premiums absolument monstrueux. Quelques exemples, on a Rocket Lab qui fait 600 millions de revenus, moins 200 millions de résultats nets, et qui est valorisé 40 milliards. AST Mobile, alors c'est pas dans l'observation de la Terre, c'est sur les télécoms, mais 70 millions de revenus, 35 millions de valo, donc on est sur des multiples à 400x. Pour Rocket Lab, c'est des multiples à 60, 70x. Planet Lab, 250 millions de revenus, moins 100 millions. Là, on est sur des revenus de 35x. Ils font 9 milliards de valo. Donc, on voit en fait que c'est pas corrélé directement aux revenus, c'est corrélé au futur et au côté stratégique de l'infrastructure spatiale. Donc, ça faisait partie également aussi de l'analyse et de pourquoi on a voulu investir. C'était une percée pour vous sur le New Space ou vous y aviez déjà traîné vos guêtres? Ouais, alors avant ça, moi j'avais déjà investi pas mal dans le spatial via un autre fonds d'investissement, dans d'autres sociétés, un peu partout dans le monde, mais beaucoup en fait sur notre analyse de la chaîne de valeur, parce qu'on a vraiment regardé tous les aspects de la chaîne de valeur. On voit que la valeur, clairement, aujourd'hui, par rapport aux sociétés que j'ai mentionnées notamment là, on voit que la valeur, elle est quand même plus aujourd'hui sur l'infrastructure, sur l'upstream. Posséder l'infrastructure, posséder la data, en être propriétaire, ça a plus de valeur que les sociétés qui vont être purement downstream aujourd'hui, qui ont encore beaucoup de mal à trouver leur modèle économique, très peu valorisé, ne maîtrisent pas la donnée, ne maîtrisent pas leur marge. Un modèle... un modèle B2B de démocratisation de l'usage de l'espace avec une mutualisation, un go-to-market qui semble beaucoup plus simple que si on devait s'acheter son propre satellite. J'imagine qu'il y a un recurring, j'imagine qu'il y a des frais upfront. C'est un modèle génial pour adresser l'espace en tant qu'entrepreneur et pour les investisseurs qui suivent. Bien sûr. Et même la vision, en fait, d'avoir commencé d'abord par de l'infrastructure où je fournis de la capacité à des clients et maintenant ce passage justement sur traitement de la donnée, où en fait, justement, au trait de l'image, l'idée c'est de traiter soi-même la donnée dans le satellite, d'envoyer de l'information, parce qu'en fait, au final, c'est ce qui intéresse les clients. Cette deuxième étape, pour nous, a aussi été un déclencheur de l'investissement. Donc, ça n'a pas coincé en comité d'invest? Il n'y a pas eu de questions particulièrement challenging? Si, cher Michael? comme toujours. Ouais, c'est normal. Encore heureux. S'il n'y en avait pas. S'il n'y en avait pas. Parce que vous, quand vous pitchez, c'est difficile, mais en comité d'invest, c'est pas facile non plus. On se fait secouer, mais non, là, c'est passé parce que... On vous a pas parlé de petits hommes verts et tout ça en comité d'invest? Non. Faut que ça soit c'est vrai que le spatial, le deep space, comme on dit, on n'est pas encore en train d'aborder ça. C'est très très lointain et c'est pas forcément compatible avec du venture capital. Mais sur des business, effectivement, où il y a un impact direct sur des activités humaines, là, on est plus bullish. Ouais.
Et justement, si on sort un peu de l'aspect deal et qu'on part plutôt sur l'aspect création de valeur, justement, dans la levée de fonds, il y a un an, vous annonciez la production de 30 nouveaux satellites auprès d'Airbus, 5 étaient déjà opérationnels. Comme vous le disiez au préalable, justement, la production a augmenté cette année. Est-ce que vous pouvez redire où est-ce que vous en êtes et quelles sont les ambitions que vous poursuivez plus largement à moyen terme maintenant avec cette série C? Oui. Alors, cette série C, elle était vraiment clé pour le passage à l'échelle. C'est toujours l'enjeu des startups. De réussir ce passage à l'échelle, c'est encore plus important dans le spatial. Ce qui est important dans le spatial, c'est réussir son premier lancement, son premier satellite en orbite est évidemment essentiel. Mais après, d'arriver dans un modèle recurring, d'arriver à un modèle où le non récurrent n'est pas la première source de dépenses dans l'entreprise. Ça, c'est des modèles qu'il faut qu'on arrive à développer. Comment est-ce qu'on opère une constellation, une flotte de 30 satellites avec une équipe de start-up. Ça, c'est évidemment c'est des choses qu'il faut arriver à faire de manière positive. Donc nous, la série C, c'était évidemment la continuité de ce qu'on avait entrepris avec la série B sur le développement de nos centres d'intégration, etc. Et puis cette série C, elle s'est accompagnée d'une deuxième grosse étape pour nous sur un timing qui était à peu près le même, qui est la création de notre joint venture aux Émirats. On s'est associé avec un partenaire local là-bas qui s'appelle Marlin Space à Abu Dhabi sur un projet industriel qui était quand même assez ambitieux, qui est celui de créer la première infrastructure privée de développement, production, intégration et opération de satellites au Moyen-Orient. C'est un projet de plus de 100 millions d'euros, de dollars, avec l'ambition de sortir 50 satellites par an. Et pour nous, c'était vraiment la capacité de pouvoir continuer à étendre notre modèle d'infrastructure spatiale dans une région extrêmement stratégique qui est celle du Moyen-Orient et en développant l'écosystème local là-bas. Et donc, dans les choses sur lesquelles on a travaillé ces derniers mois, c'est l'ouverture et l'inauguration de ce centre d'AIT en un peu plus de 12 mois. Donc, c'est assez remarquable quand même dans le monde du spatial. Et avec un centre d'intégration qui a été inauguré en novembre, le premier satellite qu'on va lancer, qui va sortir de ce centre d'intégration, il sortira moins d'un an après l'inauguration du centre d'intégration, puisqu'on prévoit de le lancer en octobre. Donc, évidemment, ça, c'était des grands enjeux. C'est un grand enjeu pour Loft de réussir pleinement à développer cette co-entreprise aux Émirats, d'aller servir ce marché des Émirats, ce marché du Moyen-Orient, en continuant en développant le groupe Loft comme un groupe qui s'entend se développer entre les États-Unis, la France et les Émirats. Et justement, avec le Moyen-Orient, est-ce qu'il y a aussi une volonté d'aller plus tard en Asie, potentiellement conquérir d'autres marchés internationaux? Alors, depuis le départ, donc Loft s'est développé, s'est construit comme un groupe qui a voulu être résolument international. C'est depuis le premier jour. Au départ, il y a 3 cofondateurs, 2 Français et un Américain. Il y avait cet ADN fort, cette volonté forte de se dire il faut qu'on soit un leader mondial sur le spatial. On ne peut pas être juste un leader national. Donc on a ouvert et on s'est développé entre la France et les États-Unis, avec Toulouse, qui est vraiment notre ancrage européen depuis le départ. Et évidemment qu'on va aller regarder et qu'on regarde ce qui va se passer, ce qu'on va faire dans la prochaine étape en Asie. Lors de la série C, on a fait rentrer le fonds d'investissement Temasek, fonds souverain de Singapour, dans la levée de fonds. Voilà, tout ça a du sens. Et tout ça prend du temps, parce que le spatial est quand même un business qui prend du temps, même si on va très vite. Mais évidemment que si on veut devenir le leader mondial qu'on a l'ambition d'être, il faut s'en donner les moyens. On comprend par ailleurs que vis-à-vis de la situation géopolitique, le pavillon monde est une contre-mesure intéressante par rapport au sujet de souveraineté. Bien que vous soyez officiellement une US person, vu que vous êtes implanté à San Francisco. Ça, c'est pas une question facile, mais effectivement, du coup, vous êtes et aux États-Unis et en France, et vous êtes un acteur mondial. Pour autant, le sujet de souveraineté devient assez prégnant. On voit bien que les data centers, ça explose avec un data fort qui dépasse des valos absolument dingues également et tout. Sans même parler de l'exit, ce sera votre question pour vous, Michael, parce que ce sera un sujet. Comment est-ce qu'on arrive à évoluer dans ce sujet où le mot souveraineté, ou le mot nation, commence à prendre une place, a fortiori, j'imagine, sur des sujets pour scruter la planète, quoi. Est-ce qui s'y passe? Alors, sur le spatial, le mot souveraineté, il a toujours été extrêmement important. Je pense qu'évidemment, dans le contexte géopolitique actuel, il l'est encore plus. Mais il revêt 2 aspects, en fait. Le contexte géopolitique, il va fortement aussi impacter les besoins imminents
de l'ensemble, si je me focalise sur l'Europe, de l'ensemble des nations européennes d'avoir des solutions spatiales qui fonctionnent et qui fonctionnent rapidement. On a un écosystème et puis on a des acteurs émergents comme Loft qui amènent des solutions qui sont rapides, qui sont fonctionnelles, qui sont complémentaires des moyens patrimoniaux qui ont été développés pendant des décennies par l'ensemble des gouvernements. Et aujourd'hui, on est sur des institutions qui sont extrêmement pragmatiques par rapport à ça. Et évidemment, l'enjeu de souveraineté, c'est à qui est-ce que je confie, où est-ce que sont fabriquées mes solutions, quelles sont les équipes qui sont à la manœuvre, etc. Une des forces de Loft, dans notre proposition de valeur initiale, c'est de se dire on veut être agnostique des plateformes, agnostique des charges utiles, agnostique des stations de réseau seul. Et dans le déploiement de nos solutions, on est capable de déployer des solutions qui sont pleinement souveraines et qui répondent pleinement aux enjeux de souveraineté. Et aujourd'hui, on travaille avec la DGA en France, on va travailler Vous venez de faire un super centre de radar, vous étiez sur un gros projet là récemment. Ouais, on a gagné un projet en consortium avec TAS, avec Takeover pour développer le premier satellite radar SAR français. Donc c'est évidemment une étape extrêmement importante, extrêmement structurante, Oui. Et sur lesquelles vous pouvez imaginer que les enjeux de souveraineté sont évidemment clés. Donc soyez assurés que quand on discute avec la DGA, c'est évidemment des sujets dont on discute, mais les solutions qu'on déploie, les solutions sur lesquelles on appuie nos technologies, nous permettent en fait d'avoir des solutions extrêmement européennes quand on veut répondre à des projets européens. Et puis de la même manière, quand on va être sur des marchés US, on est capable de décliner nos solutions avec des écosystèmes, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont très américaines, parce qu'on a évidemment les mêmes problématiques d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, puisque tout le monde conjugue souveraineté à sa sauce. Sans rentrer dans le détail, parce que je pense que vous ne pouvez pas, mais le souverain, le secteur public au sens large, représente combien des 500 millions dans le carnet de commandes ? Alors là, j'aurais pas les chiffres en tête, mais le marché du spatial, c'est quand même un marché qui est majoritairement institutionnel. Alors qu'on mette l'institution au niveau des agences spatiales ou au niveau des départements de la défense, c'est quand même majoritaire. Donc par l'agilité du modèle, vous trouvez le chemin assez rapidement des instituts qui ont l'habitude d'acheter. Et par contre, vous êtes encore en phase d'évangélisation sur le privé pour leur montrer que c'est possible peut-être d'y aller plus vite. Oui, ça va dépendre. Ça va dépendre des marchés. On a les marchés qui sont plus ou moins matures, évidemment, par rapport à ces sujets-là. Mais en fait, le marché du spatial, c'est beaucoup de marchés de niche. Donc, il faut être capable d'être agile, d'adapter sa proposition de valeur aux besoins des uns et des autres. Il faut innover en permanence. Je pense qu'il y a un secteur sur lequel Loft est assez pionnier et sur lequel on a beaucoup discuté, notamment pour la série C. C'est tout ce qu'on veut faire, nous, autour des constellations intelligentes. Qu'est-ce qu'une constellation intelligente Emmanuel Méric. Traditionnellement, quand on déploie une constellation de capteurs, ça capte de la donnée, on télécharge cette donnée, on la télécharge au sol et on la traite au sol. Aujourd'hui, il y a une notion de temps réel qui n'est pas disponible sur les constellations de satellites. Les satellites ne sont pas en visibilité en permanence avec la Terre, donc ce n'est pas comme votre téléphone qui parle en permanence à la Terre. Donc, comment est-ce qu'on rend ces constellations intelligentes capables de faire du traitement temps réel pour de la surveillance de nos frontières, pour la surveillance de feux de forêt, pour la surveillance maritime? Il y a tout un cas de pans d'usage, de cas d'usage qui nécessitent d'avoir du temps réel. Et la vision de Loft, c'est de se dire, on a des capteurs, on a des constellations, qu'on a une multitude de capteurs. On va y adjoindre de la capacité de calcul à bord, on va y adjoindre de la capacité de faire du temps réel, de la connectivité intersatellite, et on va rendre nos constellations intelligentes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à nos clients de pouvoir déployer à bord des constellations du logiciel, notamment du logiciel avec de l'IA, pour faire du traitement à bord au plus proche des capteurs. C'est vraiment du edge computing. Et ça vient vraiment changer le paradigme. En tout cas, changer beaucoup de choses qu'on peut faire avec le spatial. Et ça, c'est la vision qu'on porte. Et on est convaincu que ça, c'est la prochaine révolution que va apporter le spatial. Et donc, voilà comment est-ce qu'on continue à convaincre, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on convainc les institutions, comment est-ce qu'on convainc les commerciaux. C'est toujours en étant en avance et en réfléchissant à ce qui a du sens pour la suite. On a hâte de vous retrouver très vite pour continuer à parler de tout ça. Tom, vous aviez une question avant une conclusion. À ce déploiement de l'IA, vous, Michael, quelle expertise vous apportez justement à ce déploiement et à cette mise en place de l'IA au sein de questions de constellation de Loft? Oui, comme je vous ai dit, parmi nos tests d'investissement, on a notamment du software. Donc, c'est des sujets qu'on regarde de manière très approfondie, alors surtout depuis un événement très très fort de l'IA sur les 3 dernières années. Effectivement, ce dont a parlé Emmanuel, c'est ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est de créer justement une espèce d'app store, d'application pour le monde du satellite, qui est aujourd'hui très très
très statique, en fait, ça manque de dynamisme. En fait, on ne peut pas aujourd'hui en temps réel injecter une application software dans un satellite. Ça reste des choses assez statiques, assez fermées en fait. Donc ces aspects-là, en fait, finalement, on les a trouvés particulièrement intéressants et on a, entre autres, parmi nos autres investissements qu'on peut faire en software, essayer d'évaluer aussi la faisabilité de ce genre de technologie. Ça reste complexe à mettre en œuvre, particulièrement quand... Alors l'idée, c'est quand même de développer ce genre d'applications dans des environnements qui ne sont pas directement dans satellite. Effectivement, on développe les applications sur des environnements qui ressemblent à un environnement, une simulation en fait, des environnements qui sont simulés. La construction de l'infrastructure et on va dire à des standards complexes mais faisables. Après, la chose qui va être vraiment complexe, c'est d'envoyer ça dans les satellites, de faire des tests, d'avoir des retours d'informations qui sont justes. Donc, il va y avoir beaucoup de tests, mais c'est vrai que voilà, Loft a notamment recruté Paul Lasserre récemment, un ancien de AWS dans le monde de l'IA. Donc, ils s'entourent notamment des meilleurs pour pouvoir justement avoir cette roadmap qui leur permette d'être à la pointe et de pouvoir justement éviter un maximum de faire des erreurs et d'avoir un chemin tout tracé vers justement cette capacité à renvoyer de l'information. Parce que finalement, l'idée, c'est vraiment d'avoir que le spatial, finalement, n'importe quel satellite devienne une source d'information comme une autre, mais sans qu'on y réfléchisse. Demain, quand vous serez sur votre LLM, vous le prompterez, vous pourrez demander une information dans un warehouse où il y aura des robots autonomes qui seront connectés directement au LLM. Vous poserez la question sur vos stocks. Vous pourrez poser une question directement à un satellite. Globalement, les sources d'information ne sera plus juste le web, ça sera aussi le monde physique. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu. Et en fait, par rapport à l'expertise, c'est globalement des sujets qu'on regarde. On investit dans la robotique autonome, on investit dans le software infra. Donc ça nous a permis en fait de faire une analyse un peu plus complète autour de ce que proposait Loft. Il nous reste très peu de temps. J'ai une dernière question à la fin pour Emmanuel, évidemment. 30 secondes. L'exit, c'est forcément quelque chose à laquelle on a répondu pendant le comité d'Invest. Ouais. Par rapport à ces sujets de souveraineté que j'évoquais, tout ça. Ce sera comment vous identifiez le sujet, c'est IPO, Euronext évidemment, ou ailleurs, c'est relevé, c'est industriel. C'est une bonne question. En 2021, on a surtout vu des vagues d'acquisitions dans le monde du private equity, donc des grands, du KKR, des Goldman, etc., qui venaient, qui ont acheté du Maxar, de l'OHB. C'est une vague qui a un petit peu, qui s'est un peu diminuée sur les dernières années. Là, on voit plutôt des gros sujets d'IPO dans le monde du spatial, avec, comme je l'ai dit avant, des multiples complètement dingues. SpaceX arrive avec un multiple de 100x sur les revenus. Donc ça, je pense que c'est la track ciblée par Loft. Le défi, ça va être de structurer l'entreprise pour une IPO. Hein. Ça demande vraiment une structuration au niveau de la gouvernance, au niveau de toutes les process, extrêmement carré pour rentrer en bourse. Et derrière, il y a du travail, mais justement, ils ont également embauché un CFO de haut niveau là, qui va aussi aider à préparer ça. Sachant que pour rentrer en bourse, il faut être dans les 200-300 millions de revenus pour commencer à envisager une entrée en bourse. On n'en est pas très loin. On n'est pas très loin de la fin. Donc je termine. Donc voilà, ça serait plutôt une IPO, j'imagine. Après, effectivement, si le capital market de l'Europe se structure un peu, ça pourrait être Euronext. Sinon, le Nasdaq, ça pourrait être une bonne option aussi. Très bien. Écoutez, on vous saura tout à fait opportuniste et également attaché au développement d'Euronext. Qu'est-ce qu'on souhaite au Space ? À Loft de lancer ses satellites correctement et puis de devenir un prime. Très belle conclusion. Merci infiniment Emmanuel Méric, DG de Loft Orbital. Merci Michael Thomas, Investment Director au sein de Supernova. Merci Tom Lefenberger. Une fois de plus, la suite de vos programmes dans un instant sur Bismart. C'était le Dealmakers Show.